Alors, nous allons reprendre, si vous pouvez regagner vos places. Donc, après notre état des lieux un petit peu triste de tout à l'heure, on va passer aux solutions et vous allez voir, ça va être plus réjouissant, même si tout n'est pas réglé, vous vous en doutez. Donc, Sarah Biche et Marine Verdron, vous allez reprendre vos places sur scène. Nous allons avoir Dominique Paturel en visioconférence depuis Montpellier. Clara Limoges va nous rejoindre aussi. Bonjour Clara, ainsi que Denis Dubien. Et nous aurons également Marie Massard en visio, aussi depuis Montpellier, si nous arrivons à faire parvenir la visioconférence et d'y travailler. Et donc ce matin, tout à l'heure, à l'instant, nous avons fait des lieux, nous avons posé des définitions, défini le problème, et maintenant on va essayer d'avoir un petit peu de lumière, de faire un petit peu une revue des solutions, parce qu'il y en a. Et certaines, vous allez le voir, sont assez ingénieuses. Oui, vous allez voir. Je ne vais pas dire qu'on a mis le meilleur pour la fin, parce que ce n'est pas sympa pour tous ceux qui précèdent, mais il y a plein de choses très, très chouettes qu'on va vous présenter. J'attends que Zoom soit avec nous, qu'on soit capable de faire intervenir Dominique Paturel, qui est la chercheuse de cette deuxième table ronde, qui est chercheuse en sciences de gestion à l'INRAE, à l'Institut national de recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et qui est membre du conseil d'administration du collectif Démocratie alimentaire. Et si on arrive à avoir Dominique à l'image et au son, elle va pouvoir nous faire part de 30 ans de recherche sur l'accès à l'alimentation. On va parler des circuits courts avec elle. Parce que ça m'a l'air d'être quand même une porte d'entrée assez fréquente sur ces histoires d'alimentation, les circuits courts. Et donc on va retrouver nos notions de qualité, de durabilité, d'accessibilité. Et maintenant, on va savoir de quoi on parle avec tous ces mots. C'est formidable de vous avoir en direct. Merci beaucoup. Écoutez, merci à vous déjà de votre invitation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment vous êtes venu à vous intéresser à l'alimentation? Alors, moi, j'entre sur la question de l'alimentation par les enjeux de démocratie, en réalité. Et pourquoi ces enjeux de démocratie? Eh bien, tout simplement parce que à travers l'expérience des circuits courts et le renouveau des circuits courts à partir de 2008 et l'engagement d'une partie de la population sur le fait de chercher à reconnecter ses achats alimentaires, son alimentation avec les conditions de la production, de leur production, ça a permis quand même de montrer comment ce sujet-là, petit à petit, est devenu un sujet politique et comment une partie de la population s'en empare. Et depuis le premier confinement et les suites, il y a eu une accélération de la politisation de l'alimentation. Donc moi, j'y rentre d'abord et avant tout par cet enjeu-là, et notamment à travers la définition qui va vous paraître très très simple, qui part du constat qu'aujourd'hui l'ensemble des pays, et en particulier des pays du Nord, les États de ces pays plutôt, sont dans l'incapacité de légiférer sur la question de la circulation des marchandises alimentaires et sur la question des systèmes alimentaires, tout simplement parce qu'ils sont mondialisés. Eh bien, il y a une partie de la population qui dit, puisqu'on ne peut plus intervenir sur cette question du marché, eh bien, reprenons la main sur nos systèmes alimentaires. Alors, ça peut paraître simplé comme réponse, mais en même temps, cette réponse-là, c'est ça qui permet d'expérimenter depuis un quart de siècle déjà un tas d'initiatives et de façons de chercher comment reprendre un peu, beaucoup, la main sur les produits qu'on va consommer. Donc, bien sûr, c'est tout ce qui est porté par les AMAP, mais c'est aussi tout ce qui est porté par
des projets d'épicerie collaborative, de supermarchés collaboratifs, de boutiques de producteurs, etc., etc. Donc, si je vous suis bien, ces circuits courts, c'est un peu des courts-circuits par rapport à la distribution surtout. Mais qu'en est-il pour les consommateurs? Vous m'aviez dit qu'un des premiers constats que vous avez fait sur le terrain, c'est qu'on n'y trouvait pas les plus démunis dans ces circuits-là. Alors, ça c'est une première chose. Puis la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre que la réponse, de façon à ce que toutes les femmes, tous les hommes et tous les enfants puissent manger à leur faim, ça ne viendra pas par les circuits courts. Que ces circuits courts, derrière, il y a disons, une production alimentaire qui reste quand même assez réduite. Et ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans le renouveau des circuits courts, ce qu'on appelle les renouveaux des circuits courts, puisque par exemple les marchés de plein vent, ils existent depuis toujours, eh bien ce qu'on constate, hein, c'est que les familles à petit budget et les personnes à petit budget, ils sont peu présentes. C'est-à-dire qu'on les retrouve peu dans les AMAP, peu dans les épiceries collaboratives, peu dans les magasins de producteurs, etc., etc. Donc ça, ça renforce encore plus la réflexion politique qu'on peut avoir par rapport à ça. Tout à l'heure, j'entendais et j'ai vu là, dans le chat des remarques concernant l'accès à l'alimentation pour les étudiants et les étudiantes via le Crous. Quand on voit qu'effectivement, il y a cette proposition à 1 € et que pour 1 € on mange un sandwich et si on veut des crudités, eh bien, il faut renoncer au prix à 1 €. Donc, on voit bien qu'on a un vrai problème sur la façon de poser la question de l'accès à l'alimentation, tout simplement parce qu'on reste dans un cadre de pensée qui est celui du marché tel qu'il existe aujourd'hui, coincé dans l'offre alimentaire. Et il faut quand même bien comprendre que l'offre alimentaire aujourd'hui, elle est bien plus puissante, à la limite, que l'espace dans lequel on pourrait reprendre la main sur nos systèmes alimentaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'aide alimentaire, c'est une réponse? Et je pense que quand je vous pose cette question, je crois que vous avez d'autres propositions que l'aide alimentaire. Ouais. Alors, évidemment, dans la période actuelle, bon, on voit bien que c'est un recours qui devient la norme pour plein de familles. Bon, et pour rappel, l'aide alimentaire repose complètement sur le système productiviste, ça c'est une première chose. Et puis sur Est-ce le que vous pouvez, travail. est-ce que vous pouvez juste expliquer pourquoi l'aide alimentaire repose sur le système productiviste? Juste Eh en ben, quelques mots. tout simplement parce que cette filière, parce que du coup c'est vraiment une filière, elle est adossée d'une part au surplus ou bien à la fabrication de produits spécifiques pour cette filière sur le modèle hein, du système alimentaire mondialisé qui lui est un système productif dont l'objectif est de produire sans être en capacité d'ajuster la production aux besoins alimentaires. C'est ça, je veux dire, c'est la situation assez incroyable dans laquelle on est, c'est-à-dire à la fois des systèmes alimentaires qui produisent 30% du gâchis alimentaire, des problèmes majeurs en gaz à effet de serre, enfin bon bref, je passe tout ce genre de choses, et en même temps, une surproduction ou une production qui ne correspond pas non plus à ce dont on aurait besoin. Et adossé à ça, on a mis en place cette filière de l'aide alimentaire, en tout cas dans sa forme moderne, depuis le milieu des années 80. Donc, c'est clair que pour nous, si l'aide alimentaire était vraiment l'outil qui permettait de lutter contre la précarité alimentaire, depuis les années 80, on aurait pu le vérifier. Or, en réalité, ce qu'on voit bien, c'est que c'est un échec total, en tout cas sur les enjeux liés à la précarité alimentaire. Et donc Donc, eh ben, l'alternative, c'est quoi? et donc c'est pour ça que depuis fin 2020, il y a un certain nombre de collectifs et d'associations qui réfléchissent à cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, qui pour l'instant s'élabore, disons, politiquement, est en train de construire un récit contre le système agro-industriel. Et dans la période dans laquelle on est, on n'a pas tellement de récits auxquels s'accrocher comme ça pour des raisons politiques. Et derrière ça, la construction de ce récit, il y a des centaines et des centaines d'initiatives portées par des collectifs, des associations, en particulier certains groupes étudiants qui viennent, disons, essayer de faire des propositions qui sont pas en dehors du marché, on est bien d'accord, mais l'intérêt,
c'est que c'est en train de construire du collectif et de la pensée collective d'un point de vue politique dans les espaces et les arènes de débat. Donc, ça veut dire arriver à faire ce qu'on a fait pour la santé à la sortie de la guerre, Alors, arriver à le faire pour l'alimentation? alors, ce modèle de sécurité sociale de l'alimentation, effectivement, il est basé sur le régime général de la santé, avec un financement par la cotisation sociale, hein, basé sur la valeur ajoutée des entreprises. Ça, c'est le premier pilier. La deuxième chose, c'est évidemment, à travers ça, garantir un accès universel à l'ensemble des habitants et des habitants de ce pays. Et le troisième point qui est extrêmement important, c'est la mise en place du conventionnement des acteurs du système alimentaire en partant de la production, la transformation, la distribution et la consommation. Et donc ce conventionnement, il est proposé de le réfléchir à des échelles très très locales, c'est-à-dire vraiment proches des bassins de vie et dans lesquels sont sollicités l'ensemble de la population, c'est-à-dire pas juste des experts et des expertes, mais vraiment remettre cette question-là dans les enjeux de citoyenneté. Voilà, donc, et dans ce cadre-là, il y a la proposition d'une allocation mensuelle de 150 euros par mois, par habitant et par habitante, et qui permet de reconstituer un budget alimentaire à la hauteur du défi de la transformation des systèmes alimentaires, et surtout qui du coup permet d'amener un véritable contrepoids au marché actuel tel qu'il existe. Alors, ce qui est important là-dedans, c'est de bien comprendre, c'est comment disons, cette construction-là peut permettre la transformation des systèmes alimentaires, parce que ce n'est pas juste une revendication sociale pure et dure, c'est aussi vraiment là-dedans embarquer l'enjeu de la transformation des systèmes alimentaires. Et en particulier, si on mettait en place dès maintenant, ne serait-ce que l'allocation dont je parlais, on a, nous, ciblé le fait qu'il y a une sortie de l'aide alimentaire pour l'ensemble de la population qui aujourd'hui en bénéficie en 10 ans. D'accord, donc un horizon assez proche, 2033-2034. Voilà, sauf que vous avez pu le remarquer comme moi, pour l'instant, il n'y a pas 150 euros par mois et par personne. Et Non, d'ailleurs, ce projet de sécurité sociale de l'alimentation, il doit commencer quand même à titiller un peu, disons, les acteurs du système productiviste, puisque Carrefour a sorti la semaine dernière une proposition d'assurance à raison d'une assurance cotisation. alimentaire, oui, j'ai vu ça, oui. Voilà, voilà, par le biais d'une cotisation, de quelque chose qu'ils appellent une cotisation d'ailleurs, de 3-4 euros par mois, et qui interviendrait dans les situations des familles ou des personnes qui auraient un problème de santé ou une rupture d'emploi ou des choses comme ça. Donc on Alors, voit je ne sais bien pas qu'il y a s'il faut... quelque chose, ouais. on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est en train disons, de commencer à créer un rapport de force politique. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Péturel. Vous restez avec nous. On va poursuivre la table ronde et puis on prendra Bien toutes sûr. les questions de la salle. Je reviens vers la FAGE. Sarah et Marine, on a parlé un petit peu des agorae dans la présentation du baromètre. Est-ce que vous pouvez me dire un peu en détail ce que sont ces tiers-lieux? Parce que c'est des endroits un peu extraordinaires, ces agorae. Merci beaucoup. Du coup, le projet Agorae, il est né en 2011 d'un constat qui a été fait du coup oui, sur les différents territoires sur toute la France. Le constat en fait d'un réel besoin d'un dispositif d'aide alimentaire spécialement pour les étudiants. Euh, En 2010, il y a l'Observatoire de la vie étudiante qui notamment avait fait une enquête où on voyait déjà qu'il y avait 12% des étudiants et étudiantes qui renonçaient à des soins par manque de moyens financiers ou encore que 40% des étudiants et étudiantes se salariaient de manière un peu forcée. On a pu voir avec la précédente table ronde que du coup ce constat, ce mal-être étudiant perdure et que la précarité grandit de plus en plus. À l'heure actuelle, on a 40 agorae sur tout le territoire avec plus de 8000 bénéficiaires. Et donc, l'objectif du projet, c'était du coup de réduire le salariat subi par les étudiants, réduire du coup les inégalités et contribuer du coup à cette égalité des chances et de pouvoir
permettre un réel accompagnement social à tous les étudiants et étudiantes qui en avaient besoin. Et alors, c'est quoi concrètement une agorae? C'est une épicerie? C'est un lieu de rencontre? C'est un point de distribution? Qu'est-ce que c'est? Et bon, on va pouvoir le voir sur la prochaine slide. Je suis trop impatient. Les agorés, du coup, ils répondent à une précarité qui est multifactorielle et donc ça s'organise par un lieu d'échange, un lieu de solidarité qui est divisé d'un côté par une épicerie et de l'autre côté par un tiers-lieu de partage et d'échange. Donc sur le côté volet épicerie, on a du coup des denrées alimentaires, des produits d'hygiène, des produits de première nécessité qui sont mis à disposition des étudiants et étudiantes à 10%, entre 10 et 20% du prix du marché. Donc symboliquement, on dit souvent le paquet de pâtes revient à 10 centimes au lieu d'1 euro dans un commerce classique. Et du coup, pour bénéficier de l'épicerie, c'est sur critères sociaux. Donc les étudiants et étudiantes remplissent un dossier d'attribution, mais ces critères sociaux sont uniquement basés sur les ressources et les dépenses des étudiants et étudiantes. Ça rejoint aussi les positions dont on parlait tout à l'heure sur la décohabitation et de prendre l'étudiant comme un être indépendant et à part entière. Et on a du coup le volet sur le lieu de vie, qui est du coup un lieu qui permet de sensibiliser, d'avoir un accès à la culture et aux loisirs, et du coup de permettre un accès aux droits pour les étudiants et étudiantes, là où on voit, bah, comme sur la précédente table ronde, on parlait aussi de non-recours aux droits et de non-recours à des aides. C'est un lieu d'échange où les étudiants et étudiantes vont pouvoir venir discuter de tout ça et être accompagnés par des étudiants et étudiantes. Et c'est là où toute la force du projet, on parlait justement tout à l'heure de distance symbolique, mais les agorées sont un vrai lieu non stigmatisant parce que c'est un projet de solidarité par les pairs, c'est géré par des étudiants et étudiantes et c'est pour les étudiants et étudiantes. Et c'est où? C'est sur les campus? C'est Alors, dans l'enceinte de l'université? C'est où? ça dépend, du coup, le projet, il est coporté au national. La FAGE est une tête de réseau. Et on l'expliquait un peu, la FAGE est divisée en fédérations de territoires et fédérations de filières. Et donc, sur tous les territoires de France, les fédérations gèrent un peu le projet Agorae. Et en fonction des partenaires qui sont établis au local, les étudiants, enfin les fédérations auront soit un local dans les universités, soit un local dans les CROUS, dans les résidences CROUS, ou alors des locaux indépendants, mais qui sont très souvent situés proches des campus pour permettre une meilleure accessibilité à l'épicerie. Et la réelle aussi force du projet, c'est que les étudiants et étudiantes vont pouvoir choisir aussi leurs produits. Et donc, ben, on peut s'apercevoir que les agorées, c'est une réelle solution d'accès à l'alimentation et notamment une alimentation qui est saine, équilibrée et variée. Et du coup, je pense qu'on peut passer à la prochaine slide où justement, bah, on va prendre en compte les besoins nutritifs complets des étudiants pour leur proposer différents produits. Et là, on peut voir aussi le classement des besoins exprimés par les bénéficiaires et les produits les plus achetés. Et on retrouve en tête de podium les fruits et les légumes qui sont des produits qui sont énormément demandés et qui sont du coup les plus achetés. Et donc, ça va de pair avec la prévention et la promotion de la santé où on sensibilise les étudiants et étudiantes à avoir accès à une alimentation saine et variée parce que on peut se rendre compte que quand un étudiant vient solliciter l'aide, euh, la première chose qu'il pense c'est juste manger parce que comment on peut se dire qu'on va bien et mieux manger alors qu'on a déjà du mal à finir le mois et on a déjà du mal à s'acheter un paquet de pâtes. Donc c'est travailler sur toutes ces sensibilisations et permettre du coup une offre plus grande sur des produits qui sont des produits bah, équilibrés comme les fruits et légumes et aussi des produits laitiers. Et une autre solution qu'on a et qui est à destination de nos fédérations et à destination du coup des étudiants et étudiantes, c'est le bien dans ton assiette. Et donc ça va permettre de sensibiliser sur justement cet accès à l'alimentation équilibrée, saine et variée, proposer des recettes à petit prix avec des produits qui sont dans l'épicerie, permettre de créer des ateliers de dégustation de fruits et de légumes bah, justement dans le lieu de vie. Et également, il y a aussi sur les différents territoires des projets qui émergent, comme par exemple avec des associations locales où des jardins partagés sont créés. Et donc, on peut un peu se dire de la terre à l'assiette, comment on cuisine les produits, comment on les récolte. Et ça va de pair aussi, du coup, un peu avec la transition alimentaire où on favorise les produits de saison. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. C'était formidable. Universalité, ça c'est les solutions. Ah ben oui,
C'est à deux voix, bien sûr. Où ai-je la tête? Sarah, les solutions. Et donc pour les solutions, alors on va passer super vite parce que ça a déjà été abordé, mais à la FAGE, on porte aussi Oui, je vous voyais la opiner quand sécurité vous sociale entendiez de Dominique l'alimentation Paturel. sur trois piliers, universalité, conventionnement démocratique et financement basé sur la cotisation sociale. Globalement, ça rejoint surtout notre volonté d'arriver à faire la démocratie alimentaire qui est impulsée par les territoires. Nous, ce qu'on porte aussi, c'est la question de financement de postes de chargés d'ingénierie territoriale sur les questions d'alimentation pour globalement financer l'initiative juste de coordination de l'aide alimentaire, de favoriser des approches systémiques aussi par les plans d'alimentation territoriaux, qui sont globalement des outils aussi très adaptés à la mise en œuvre de systèmes alimentaires locaux. Donc ça revient à ce dont nous parlait Dominique. Oui, c'est pas dans la sécurité sociale de l'alimentation, mais c'est des choses qui vont dans la démocratie alimentaire. C'est ce qu'on essaie de faire dans les épiceries aussi, d'impliquer les bénéficiaires dans des comités de pilotage pour qu'ils puissent potentiellement donner leur avis sur comment on devrait choisir quel produit, quel partenariat on devrait faire. Alors, c'est un peu des choses qui sont en train de sortir de terre. On essaye de le mettre en place de plus en plus. C'est pas toujours simple, mais c'est aussi la volonté. Nous, on porte aussi l'obligation pour des institutions sanitaires et sociales comme des CCAS, des CCIAS, etc., de dédier des équivalents de temps plein travaillés sur des questions d'aller vers, d'accès au droit, parce que pour nous, c'est pas dissociable cette question de l'accès. Alors, on peut pas contraindre l'accès évidemment aux épiceries au fait d'être accompagné socialement. Par contre, le fait de le mettre en avant et d'avoir cette démarche-là, et nous, notre grande proposition, évidemment, mais c'est pas que sur l'alimentation, on peut passer au slide d'après, c'est bien sûr la réforme des bourses, parce qu'on a parlé de précarité alimentaire, mais c'est une précarité qui est générale, et ça, c'est une conséquence de tout le reste. Et nous, ce qu'on porte, c'est une réforme des bourses structurelles qui permettent, sur trois grands piliers que sont l'émancipation, l'universalité et la territorialisation, de considérer enfin l'étudiant comme un citoyen à part entière et non pas l'enfant de ses parents, et donc de ne pas prendre en compte les ressources de son foyer, mais bien ses propres ressources à lui. Et donc d'arriver à avoir une aide sociale qui permette de répondre globalement en ayant cette aide universelle plus les APL, etc., une aide qui arrive à 50% du revenu médian à minima, qui soit territorialisée, puisqu'actuellement les aides sociales ne prennent pas en compte les différences entre les territoires. On parlait d'ultramarins, d'Île-de-France sur la table ronde précédente, donc territorialisée, qui soit donc accessible à tous, parce qu'on sait aussi qu'on a des étudiants qui ont peut-être des parents qui ont les moyens, soit qui ne leur donnent pas de quoi subvenir à leurs besoins. Et on a ce principe de solidarité familiale qui est ancré dans la loi, mais qui pourtant n'est pas appliqué, parce que tout simplement, les parents ne peuvent, dans une grande majorité de cas, pas le faire. Et aussi des étudiants qui ont besoin de s'émanciper et donc de pouvoir faire leurs propres choix. Et ces choix sont parfois dépendants du fait d'être financés ou pas par son foyer familial. Et d'avoir une aide qui soit donc émancipatrice dans le sens qu'elle est accessible aux décohabitants, aux cohabitants sur des montants qui sont différents, avec donc un objectif à long terme de permettre l'émancipation de tout le monde. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas juste avoir accès à l'enseignement supérieur, c'est aussi s'y émanciper, créer des citoyens, et c'est un investissement sur la durée. Et dans l'urgence, surtout, c'est inclure plus d'étudiants dans ce système de bourse. Là, tout de suite maintenant, notamment, on parlait de la zone de fragilité des 200 000, 300 000 étudiants exclus des aides sociales actuellement, qui ont besoin d'être inclus maintenant pour qu'on puisse avoir une aide qui évolue. Et évidemment, aussi la généralisation du repas à 1 euro, qui est une position phare que nous, on porte. On voit qu'il y a un énorme taux de non-recours. Quand il y a autant de besoins, autant le généraliser pour faire de l'aller vers. Et des sites de restauration à tarification sociale pour tous les étudiants, et pas que sur les sites d'études principaux, mais bien sur tous les campus. Très bien. Un petit complément peut-être, Emma, sur les bourses. Je crois que Campus Urbain travaille sur ce sujet. Effectivement, donc à noter, Campus Urbain aussi donc, va monter une réunion avec le Crous, donc à destination notamment des directions des établissements d'enseignement supérieur, pour les informer de la démarche des demandes de bourse et des aides psychologiques qui sont destinées aux étudiants, qu'est-ce qui existe, pour pouvoir leur transmettre toutes les informations. Donc, à noter, le 10 janvier, je vous enverrai toutes ces informations par mail. C'est un webinaire en visio de 2 heures. Merci beaucoup. Clara Limoges, vous êtes vice-présidente de Copain. C'est un très joli nom, hein, COP et le chiffre 1. C'est une agorae pratiquement, Copain, une agorae qui n'est pas une agorae. Non, je plaisante, mais c'est quand même une démarche assez proche finalement, parce que racontez-nous l'histoire. Qu'est-ce que Copain? Je crois que c'est né en 2020 avec le Covid. Donc c'est né assez récemment, on peut se dire ça, mais
Mais du coup, c'est né d'un constat assez simple qui était. Il y a Benjamin là, mais ce n'est pas Benjamin, C'est presque pareil. c'est Clara Lee. Mais du coup, c'était vraiment l'idée de venir en aide à de plus en plus de jeunes qu'on voyait autour de nous et qui confiaient avoir des galères, mais ne pas pour autant être prêts à passer le pas de grandes organisations de... Il y a un problème avec votre micro, je vais vous passer. Merci. Et donc, il y avait l'idée de pouvoir y répondre et de pouvoir aider nos amis, nos camarades de classe qui pouvaient être dans des situations extrêmement difficiles pendant la crise sanitaire. Et la présence de copains 3 ans après montre qu'en fait, on avait largement sous-estimé les besoins et le côté structurel en fait de la précarité étudiante en France tout au moins. Et, euh, et donc ça va être des distributions alimentaires. À la base, on pensait distribuer à 50, 100 personnes. Sur l'année 2023, ça va être 100 000 colis qui ont été distribués sur tout le territoire français. C'était intéressant que vous parliez aussi de l'outre-mer, parce que justement, il y a 2 semaines, on a ouvert la première antenne de Copain en Martinique. Et là aussi, on a été très surpris. En quelques heures, toutes les places pour la distribution étaient remplies. On a eu plus de bénéficiaires que le nombre de bénéficiaires attendus. Et avec une vraie discussion avec les étudiantes et les étudiants sur place qui nous disaient à quel point bah, ça leur permettait de souffler, d'avoir une initiative comme la nôtre présente aussi donc là à Fort-de-France. Et donc c'est l'idée que l'aide alimentaire, c'est aussi la porte en fait à découvrir tout un tas de difficultés dont souffrent les étudiantes et les étudiants et qu'on a parfois du mal à identifier. C'est pour ça que je disais que vous étiez un peu une agorae, c'est parce que vous ne faites pas simplement de la distribution de colis alimentaires. C'est très bien, mais vous faites beaucoup plus que ça. En fait, c'est vraiment ça. C'est le point de départ, c'était venir en aide, pouvoir se concentrer sur autre chose que sur son frigo. Mais en fait, on s'est rendu compte que pour ces étudiants, c'était souvent la double peine, la triple peine, parce que la précarité alimentaire, elle implique une précarité administrative, une précarité sociale, des difficultés dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'emploi. Et en fait, maintenant, Copain, c'est devenu bien plus qu'un acteur de distribution alimentaire. Et c'est tout un tas d'activités, donc de la distribution de vêtements, des ateliers de professionnalisation. Ça va aussi par un accès à la culture et au sport qui est nettement favorisé avec des sorties culturelles au théâtre, au musée. En fait, il y a vraiment une volonté de rompre l'isolement. Et c'est ça, c'est souvent la conclusion à laquelle on arrive, c'est que cette précarité alimentaire, c'est à la fois un risque pour la santé physique des jeunes, mais il y a aussi des gros impacts sur la santé mentale. Euh, on a on sort prochainement une étude sur l'isolement et ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, c'est des jeunes qui voient pas d'autres jeunes, qui n'ont pas forcément d'autres jeunes à qui parler. Et le fait que ce soit de l'aide par des pairs est aussi indispensable en ce sens, c'est que on a parmi nos bénévoles 30%, 40%, ça varie en fonction des antennes, qui sont également bénéficiaires. Et donc, en fait, qui vont trouver chez Copain, au-delà d'un panier, au-delà de réponses sur des questions d'accès aux droits, d'accès aux soins, qui vont trouver des personnes avec qui parler, des amis, des copains, si on voulait continuer la métaphore. Et c'est vraiment là aussi, sur ce point-là, qu'on met une attention toute particulière. Vous avez aussi un baromètre avec l'IFOP. Est-ce Ouais. il est similaire aux deux autres baromètres qu'on a vus en première partie? Bah, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que on se rejoint quand même sur les constats, sur les gros rapports de un étudiant sur deux qui est en difficulté en France. On retrouve des éléments en se concentrant parfois sur des notions un peu différentes, en choisissant d'autres types d'indicateurs.
mais il y a une vraie complémentarité en fait dans les études qui sont menées. Et pour la première fois, on l'a réalisé avec l'IFOP. Et il y avait une vraie demande aussi des instituts de sondage de dire on n'a pas de données sur ce phénomène-là et on a vraiment besoin d'identifier les problématiques. Il y avait tout un rapport de la Cour des comptes qui a été fait sur le sujet et qui avait dit que finalement on avait du mal en fait à savoir est-ce que la réponse, et là justement on parle de solution, est-ce que la réponse avait été adaptée puisque finalement on n'avait pas de chiffres avant et que ça se met en place progressivement. Donc c'est des choses très importantes. Et alors, j'avais dit que cet après-midi, on allait parler des bonnes nouvelles. Vous faites aussi un festival, et ça, vous êtes les seuls à faire ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du festival Copain? Du coup, le festival, entre complètement en fait dans cette démarche-là. C'est donc nous pour avoir le chiffre, c'est 50% en fait des jeunes qui renoncent à une activité de loisirs culturels par manque d'argent. Et donc il y avait la volonté de pouvoir faire un gros événement musical euh, et autres qui puissent réunir tout un tas de jeunes et donc avec un tarif très abordable. Et du coup, pour notre première édition, on était au Zénith de Paris pour 15 euros. Et c'était aussi l'occasion de donner la parole à tout un tas d'associations avec lesquelles on travaille activement, que ce soit sur la précarité menstruelle, sur la lutte contre les discriminations, et d'avoir aussi un festival pensé par des jeunes pour des jeunes, puisqu'il a été entièrement organisé en fait par des bénévoles de l'association. Et c'était aussi l'idée d'être une plateforme pour tous ces projets qui émergent dans la tête de tout un tas de jeunes et qui cherchent souvent des vecteurs pour pouvoir justement les organiser. Et du coup, on était très contents de ça. Et alors, comment on fait pour être un bénéficiaire de Copain? Est-ce qu'il faut des conditions de revenus? Est-ce qu'il faut être boursier? Est-ce qu'il faut avoir un parrain? Comment on peut venir au Zénith pour 15 euros? L'idée, c'est d'avoir une aide à la fois, encore une fois, universelle. Et c'était aussi le constat qui était fait qu'il y avait trop de personnes qui passaient entre les mailles du filet et qui étaient oubliées. Et donc, nous, la seule condition pour bénéficier d'un panier, c'est en fait d'être étudiant ou d'avoir moins de 26 ans. Parce qu'on estime qu'il y a aussi tout un tas de jeunes qui sont dans des situations difficiles, dans un entre-deux, et qui ont aussi besoin de notre aide. Et souvent, on nous pose cette question, mais comment vous faites, etc. On connaît très peu de gens qui se connectent chaque semaine pile à 1 heure pour être sûr d'avoir un panier, qui font le déplacement, qui se rendent dans un lieu de distribution sans en avoir besoin. Et l'intégralité des problématiques qui peuvent nous évoquer en distribution achèvent de vraiment s'assurer de la nécessité de nos actions. Donc, le problème, c'est plus le non-recours Oui. que les abus éventuels. Oui. Et ça vous partagez tous ce constat-là. Denis, je me tourne vers vous. Vous êtes le local de l'étape. Oui, c'est ça. Ouais. Denis Dupin. D'ailleurs, merci d'être avec nous parce que vous devriez être en train de distribuer des colis à la mairie. Euh, vous travaillez pour Étal Solidaire, qui est une association ivrienne. Oui, c'est une association qui a été créée en 2017 à partir du travail d'un atelier du comité de quartier du Petit Ivry. Il réunissait des gens de la plus grande cité populaire de la ville, qui regroupe 1100 logements sociaux. C'est la cité Pierre-Marie Curie. Pierre et Marie Curie, oui. Et l'objectif principal, c'était l'idée permettre à tout le monde, quels que soient ses moyens, d'avoir accès à une alimentation de qualité. En gros, l'idée, c'est bien se nourrir, c'est pas un luxe, mais c'est un droit, quoi. Et il faut que ce droit, il soit reconnu à tout le monde. Alors, pour vous, la qualité, c'est quoi? On en a parlé tout à l'heure. Il y a plusieurs définitions. Est-ce que la qualité, c'est comme dans les agorae des fruits et des légumes? Ou est-ce qu'il faut que ce soit bio? Ou c'est quoi une alimentation de qualité? C'est une alimentation qui est produite dans des conditions qui respectent d'une part la planète, ça c'est une chose, qui permettent aux producteurs de vivre décemment de leur travail et qui soient des produits qui ne soient pas remplis de pesticides, d'insecticides ou d'antibiotiques, quoi. Donc plutôt du bio, plutôt du circuit court. Plutôt du bio. L'expérience qu'on a mis en place, en gros, c'était au départ la mise en place d'un marché de fruits et légumes et un peu d'épicerie sèche
en direct des producteurs. Une fois par mois, le producteur venait livrer les produits, et les bénévoles préparaient la vente et la vente avait lieu pendant 2 heures dans la cité. Depuis 2017, ça s'est beaucoup développé. On est passé d'1 point à 6 points dans la ville, toujours avec la volonté de faire ça au cœur des quartiers, parce que ça nous semble une condition importante pour que le public qu'on vise, on n'exclut personne, tout le monde peut venir acheter sur les petits marchés de l'étal, mais l'idée, c'est la population qui, pour l'essentiel, n'a pas ses habitudes de consommation, soit incitée à y participer au fur et à mesure. Et alors, comment vous faites? Parce que tout à l'heure, Dominique Maturel nous disait que dans ces circuits-là, les gens les plus précaires, enfin, c'était déjà, même en étant peu cher, c'était déjà trop cher. C'est bien une des questions auxquelles on est confronté. Nous, les tarifs qu'on pratique, comme ils sont en direct des producteurs, on évite toutes les questions des intermédiaires. Et c'est vrai que pour des produits bio, on est en règle générale, quand on prend le prix producteur, un peu moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce en traditionnel. Donc beaucoup moins cher que Naturalia ou d'autres épiceries bio spécialisées. Dans le même temps, on a fait un constat, on y a travaillé l'année dernière sur l'analyse de ce qui se passait. Il y a toute une partie de la population qui, même à ce tarif-là, n'a pas accès, n'a pas la possibilité d'acheter ces produits. Depuis l'année dernière, on a donc mis en place un tarif réduit de 35% sur le tarif producteur. C'est l'association qui compense auprès du producteur, hein. On paye au tarif producteur. Et il n'y a pas d'enquête sociale, c'est chacun se détermine et décide lui-même en conscience du tarif qu'il paye. L'expérience aujourd'hui montre qu'on est entre 10 et 15% des familles qui viennent acheter qui utilisent le tarif réduit. Donc là encore, même constat, plutôt du non-recours que de la... Ouais. On a chaque mois entre 800 et 1000 familles qui viennent acheter dans les petits marchés de l'étal, un des 6 petits marchés. Donc, on voit bien que ça, même avec le tarif réduit, bon, on a avancé, on a progressé, mais ça ne suffit pas. Donc, se pose la question d'aller plus loin sur des questions financières. Et donc là, on est en train de travailler avec le Centre communal d'action sociale de la ville pour s'adresser à des familles très, très modestes, très en difficulté, pour qu'elles puissent venir chaque semaine acheter. Donc, il va y avoir une convention qui va être réfléchie. On réfléchit, mais ça dépendra des moyens financiers de l'association, à aller au-delà des 35%. Vous aviez fait une opération, doubler la quantité au même prix? Oui, là, dimanche dernier, là, on fait des opérations un peu particulières qu'on ne peut pas reproduire chaque semaine parce qu'il faut payer le producteur. Mais on a une augmentation importante des familles qu'on peut dire modestes, même si ce n'est pas très scientifique comme appellation, mais une partie bien plus grande parce qu'il y a vraiment cette barrière financière. Mais il n'y a pas que ça. Tout à l'heure, je crois que c'est Frédéric Ferber qui parlait de légitimité pour tout un public d'accéder à ces produits-là. C'est vrai. Enfin, nous, on le constate, il y a plein de gens qui pensent que ces produits-là, c'est pas fait pour eux, quoi. C'est pas leur monde et c'est réservé un peu aux bobos, enfin, un peu péjorativement et tout. Donc, il faut aussi travailler ces questions-là et on a commencé à travailler sur, en gros, créer des liens entre les habitants des quartiers populaires et le monde agricole. Parce qu'il y a un besoin énorme de connaissances de ce qui se passe, de recréer en fait des liens qui ont complètement disparu. Nous, on organise par exemple avec les maisons de quartier qui sont des centres sociaux dans la ville, hein, des visites des exploitations pour les familles pour montrer dans quelles conditions les producteurs y travaillent, quels sont les produits. Enfin, la dernière visite, par exemple, il y avait des mômes qui étaient interloqués quand ils voyaient que les pommes de terre se poussaient dans la terre et qu'il fallait les arracher. Mais ça apparaît bête comme ça, c'est pas que bête, parce qu'il y a plein de choses, de barrières qui peuvent tomber avec une connaissance de ça. On organise aussi, par exemple, ce qu'on appelle des chantiers participatifs, où les bénévoles vont aider les producteurs, soit au moment des semis, soit au moment des récoltes, pour participer en fait à ce travail-là, mieux le connaître et être dans une autre dimension quand ils se retrouvent sur le petit marché de l'État à acheter ces produits-là. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. On aura plein de questions à vous poser. Allez-y. Mais non, c'est sur les solutions. Parce que tout ça, c'est des solutions que vous avez présentées. Oui, mais c'est des solutions qui, somme toute, on a besoin de plein d'expériences, à mon avis, comme ça.
pour commencer sur le fond à mener la bataille, parce que c'est tout un système qu'il faut remettre en cause. Et je voudrais dire, moi, deux choses. La première, c'est qu'on parlait beaucoup de la précarité étudiante qui s'est énormément développée avec le Covid, avec y compris l'inflation et tout ça, et on voit les ravages que ça fait. Mais on ne peut pas parler de la précarité étudiante sans parler du 9 millions de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté et des 4 millions de gens qui sont à l'aide alimentaire. Enfin, je veux dire, ça va de pair. C'est la même question à laquelle on est confronté qui pose qui pose des réponses, y compris en termes de moyens financiers pour les gens pour vivre, de salaire, de retraite, pour les étudiants d'une allocation qui leur permette de vivre normalement. Il y a ça. Et après, euh, il faut qu'on réponde à l'urgence alimentaire, c'est ma deuxième remarque, mais, euh, mais il faut en sortir d'urgence alimentaire. Et la question, c'est pas de pallier l'urgence en permanence, il faut le faire tout de suite et ça, c'est nécessaire. La question, c'est de mettre en place un système qui permette à ce qu'il n'y ait plus de précarité alimentaire. Et c'est la raison pour laquelle l'État solidaire participe au réseau national sur la sécurité sociale de l'alimentation parce que, alors, il y a plein d'expériences qui, y compris, sont très diverses, très variées sur les façons de faire. Mais cela dit, sur le fond, la question, elle est la même. L'alimentation, c'est un bien commun à tout le monde qui doit être accessible à tous au même titre que la santé. Et la question qu'on veut travailler sur le long terme, c'est celle-là, en mettant les acteurs eux-mêmes, en faisant des acteurs, quoi, les gens qui sont concernés. Parce que tant qu'ils seront à l'extérieur, le système, il ne bougera pas. Donc sortir de l'aide alimentaire et aller vers une alimentation durable pour tous. Complètement. Est-ce que Marie Massard est avec nous? Elle est adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la politique alimentaire et à l'agriculture urbaine. Et je ne sais pas si elle m'entend. Oui, Moi, je suis là. Oh, Marie, formidable. Vous nous avez Bonjour. fait un petit film merveilleux, vous expliquez tout, mais puisque vous êtes avec nous en live, ça va être encore mieux de vous entendre. On vous a Très bien. perdu à l'image, mais on ne vous a pas perdu au son. Si, ça y est, on vous voit. Donc vous, l'expérience très originale que vous menez à Montpellier, elle est partie des chercheurs, c'est ça? C'est des chercheurs qui vous ont contacté? À l'origine, oui, un collectif de chercheurs et qui travaillait déjà avec le secteur associatif. Mais c'est vrai que c'est plutôt parti de ça, en tout cas ceux qui nous ont contactés les premiers. Et donc, racontez-nous. Vous avez constitué un collectif, vous avez une gouvernance très, très originale, mais voilà, je ne vais pas tout divulguer, tout divulgacher. Je vous laisse expliquer ce que vous faites. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie Massard, je suis adjointe au maire à Montpellier. Je m'occupe de la politique alimentaire et de l'agriculture urbaine. Je suis également conseillère métropolitaine et je suis également présidente du MIN. Le MIN, c'est le marché d'intérêt national, c'est le marché de gros. Donc, le projet de caisse alimentaire commune, c'est un projet sur Montpellier qu'on travaille depuis 2 ans. Enfin, c'est des idées qui ont émergé déjà depuis un petit moment, hein. Je vois que Dominique Paturel est là, elle en parle depuis bien longtemps. Mais en tout cas, ça s'est concrétisé à Montpellier par un collectif d'acteurs. Alors, peut-être aussi pour vous expliquer pourquoi ce projet. Une des raisons de ce projet, en tout cas l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible une alimentation de qualité et choisie au plus grand nombre. Alors je reviendrai sur la définition de la qualité, j'ai entendu que vous l'avez évoqué déjà un petit peu tout à l'heure. Et surtout, j'insiste aussi sur le terme de choisi, ce qui n'est souvent pas le cas dans le cadre de l'aide alimentaire, qui pose des questions de dignité humaine. Donc, on est parti aussi du constat des limites de l'aide alimentaire aujourd'hui, qui est basé quand même pour beaucoup, pas en totalité heureusement, mais pour beaucoup sur les surplus de produits industriels qui viennent des supermarchés, avec des grands industriels qui peuvent surproduire et donc se débarrasser de leurs produits, et des supermarchés qui peuvent aussi se débarrasser de leurs produits et donc défiscaliser et en plus pouvoir se débarrasser de denrées qui vont se transformer en déchets. Donc, je caricature un peu pour aller vite, mais c'est quand même un peu ça l'aide alimentaire, et avec des gens qui vont venir prendre des produits qu'ils n'auront pas forcément choisis et qui sont parfois de très mauvaise qualité, des produits industriels à base d'aliments ultra transformés. Donc voilà, l'idée, c'est d'inverser la vapeur, entre guillemets, de changer complètement de concept et de proposer un projet qui est inspiré du principe de sécurité sociale de l'alimentation, qui est lui-même inspiré du principe de la sécurité sociale qui a été mis en place en France en 1945, mais qui est parti aussi de petites initiatives locales, comme c'est le cas aujourd'hui.
Donc à Montpellier, la caisse alimentaire commune, c'est une caisse qui est abondée par des fonds publics, privés et de cotisants. Donc les participants cotisent à hauteur de leurs moyens. La mise en place de ce projet a été menée par un collectif d'acteurs qui s'appelle Territoire à vivre et c'est 25 structures. 25 structures qui sont à la fois des collectivités, donc la ville, la métropole par exemple, le MIN aussi, qui est une société d'économie mixte, aussi des acteurs de la recherche et des acteurs associatifs et privés. Il y a aussi le supermarché coopératif, la Cagette par exemple, et des associations qui sont issues de l'éducation populaire, issues de l'aide alimentaire, issues de secteur agricole, voilà, toutes ces structures-là. Dans ce projet-là, il y a aussi une prise en Producteurs, compte très des forte. producteurs aussi? Pardon, des Oui, producteurs aussi? des producteurs aussi, tout à fait. Et justement, il y a une prise en compte très forte des producteurs et de la problématique aussi du niveau de vie des producteurs, puisque un quart aujourd'hui des agriculteurs sont sous le seuil de pauvreté. C'est des gens qui eux-mêmes parfois font appel à l'aide alimentaire. Donc l'idée, c'est aussi de ne pas tirer les prix vers le bas, de ne pas avoir des revenus qui puissent vivre dignement de leur activité. Donc le principe, c'est le suivant. Chaque cotisant bénéficie de 100 euros par mois qui peut dépenser dans des circuits de distribution qui sont conventionnés. Et il bénéficie de ces 100 euros et il cotise à hauteur de ses moyens. Là, ce qui a été choisi, c'est entre 1 euro. Les gens cotisent entre 1 euro et au-delà de 100 euros. Donc, ceux qui cotisent à moins de 100 euros, ils vont bénéficier d'un montant qui leur sera donné. Ceux qui cotisent au-dessus contribueront à la caisse. Aujourd'hui, la moyenne des cotisations, c'est 60 euros. Ensuite, ils vont dans des circuits conventionnés. Aujourd'hui, à Montpellier, on a 39 circuits conventionnés, dont 30 qui sont des producteurs en direct. Donc, on a par exemple un marché de producteurs à part entière, donc chaque producteur est conventionné. Mais on a aussi une épicerie solidaire, on a le supermarché coopératif, on a la Biocoop, on a voilà, des commerces comme ça. Et pour bien flécher les choses, vous avez adossé une monnaie à une monnaie locale, c'est ça? C'est ça. On a créé une monnaie qui s'appelle la Mona et qu'on a adossée à la monnaie locale. On a une monnaie locale dans l'Hérault qui s'appelle la Graine et on a travaillé avec cette association pour créer notre propre monnaie qui soit ciblée uniquement sur l'alimentation et uniquement sur le circuit qui sont conventionnés. Et pour ce conventionnement, donc là, je vais venir aussi on a une gouvernance qui est très originale aussi et qui favorise aussi la participation citoyenne. Un des objectifs de ce projet, c'est aussi la réappropriation de son alimentation par les citoyens. Et donc, on a mis en place un comité citoyen qui existe depuis 1 an maintenant, qui est composé de 61 personnes, dont la moitié qui sont en situation de précarité. Et c'est eux à qui on a donné la gestion et le fonctionnement de la caisse. Donc, ils ont une grande marge de manœuvre, même s'il y avait un cadre qui était donné au départ. Mais c'est eux qui choisissent, qui ont décrété, déterminé ce qu'était une alimentation de qualité. Donc, effectivement, ça va être des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères d'accessibilité. Enfin, voilà, tout un tas de critères. C'est eux qui ont déterminé les critères. C'est eux qui ont déterminé la grille d'auto-évaluation qui détermine à quelle hauteur on peut cotiser. C'est eux qui ont choisi si on demandait des justificatifs ou pas. Ils ont décidé qu'on ne demanderait pas de justificatifs et que ça part sur des questions on va dire, de volontariat et d'honnêteté, puisque ça, c'est aussi un des problèmes de l'aide alimentaire, d'être toujours obligé de se justifier, de dire, voilà, je suis pauvre, je donne mes justificatifs. Donc, dans ce projet, un des avantages aussi, c'est qu'il n'y a pas de discrimination, puisque les personnes, elles viennent acheter dans un magasin, elles payent en Mona, mais le commerçant ne sait pas si elle a cotisé à hauteur de 1 euro, 50 euros, 60 euros ou 200 euros. Donc, il n'y a pas de stigmatisation de dire, voilà, j'arrive, j'achète et je suis une personne en situation de précarité. Donc, ce comité citoyen, il est très actif, hein. Il se réunit toutes les 3 semaines, les samedis matins. Donc, c'est vraiment eux qui déterminent beaucoup de choses. Et ça, c'est une dynamique citoyenne qui est très importante. Aujourd'hui, on a 350 participants sur toute la métropole. Donc, pour l'instant, on est sur une expérimentation un peu micro, hein. On souhaite expérimenter sur 2 ans. Donc, on a aussi tout un comité scientifique avec une dizaine de chercheurs qui vont évaluer la réussite de cette expérimentation. Et un des objectifs, c'est aussi que les gens sortent de manière pérenne de la précarité et qu'on ne soit pas sur des pansements ponctuels, mais voilà, d'avoir la possibilité de sortir de manière vraiment durable.
Donc, puisqu'il y a un système de cotisation, il s'agit bien d'une caisse alimentaire. En fait, ça préfigure un peu ce dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de sécurité sociale de l'alimentation qu'on est plusieurs ici à appeler de nos voeux. Oui, C'est- c'est ça, tout à fait, ouais. Pour l'instant, ce qui manque, c'est l'universalité, hein. C'est un des principes de la sécurité sociale, c'est-à-dire que ce soit accessible à tous. Alors à Montpellier, par exemple, ils ont choisi, on s'est posé la question si on orientait vers certains publics, hein. Par exemple, on aurait pu choisir d'orienter spécifiquement vers les étudiants ou vers un type de public. Ils ont choisi que non. Le critère, c'était de manger. Donc du coup, au final, ça s'adressait à tout le monde. On a quand même sélectionné sur deux critères, c'était les critères de revenus et les critères d'âge, pour avoir représentatif de la population de Montpellier-Rennes en termes de revenus et d'âge. Et donc, on a fait un appel à participation et on a fait du tirage au sort. Au départ, on est parti quand même du comité citoyen. Au début, ils étaient 47, maintenant ils sont 61. Donc, on est parti de ces gens-là. Et après, on a agrégé des gens sur la base du volontariat et de tirage au sort. Donc, un des objectifs, c'est aussi de ce qu'on appelle redessiner les paysages alimentaires, c'est-à-dire que de faire en sorte de créer, soit de pousser des commerces qui existent déjà vers des démarches vertueuses, peut-être avoir plus de produits locaux, plus de produits bio, avoir une question de gouvernance plus participative, mais soit de créer aussi des commerces ou des circuits de distribution, puisque pour eux, ça génère un chiffre d'affaires aussi et de favoriser comme ça des commerces qui vont, parce qu'on est comme un peu partout, on a des déserts alimentaires, il y a des quartiers entiers où on n'accède pas à une alimentation de qualité. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir avoir que dans tous les quartiers, dans tous les territoires de la métropole, on puisse accéder à ça. Donc Et, voilà et comme- rapidement la présentation, mais... et comment, quel est le rôle de la collectivité dans cette histoire? Elle est membre du comité ou ce sont c'est des élus ou c'est la ville qui est membre du comité? Alors, c'est Comment la ça ville fonctionne? en tant que telle. Donc, du coup, il y a moi, je représente la ville en tant qu'élu. Après, il y a aussi une chargée de mission, donc il y a aussi les services qui y participent. Et nous, en fait, voilà, c'est important parce que c'est vraiment aussi une des spécificités du projet, c'est que ce projet n'est pas porté par une structure. Il n'y a pas une association ou une SIC ou une collectivité. C'est vraiment un collectif de 25. Et nous, par exemple, Ville de Montpellier, on intervient au même titre. Alors, pas tout à fait au même titre. Je vais vous expliquer comment on intervient. Mais en tout cas, sur la gouvernance, on est au même titre que les 25. Il y a des salariés quand même qui pilotent ça. Aujourd'hui, on est à 5 équivalents temps plein. C'est des personnes qui ont été mises à disposition par des structures. Par exemple, il y a deux personnes qui animent et qui pilotent ce dispositif. Une personne qui a été mise à disposition par le CIVAM et une personne qui a été mise à disposition par VRAC, le dispositif VRAC. Je ne sais pas si vous connaissez, ça existe partout en France. Et nous, on y participe à ce collectif en faisant attention d'être ni plus ni moins. Après, il y a une participation supérieure quand même, c'est que nous, on participe financièrement. On a abondé la caisse, puisque je vous ai dit, la caisse, elle est abondée de fonds publics, privés et de cotisants. Donc les privés, c'est des fondations, hein, c'est la Fondation Carasso et la Fondation de France. Les publics, c'est la ville, la métropole pour l'essentiel, mais aussi la région et le département. Et ça, c'est nous qui sommes allés les chercher aussi, des fonds d'État aussi. Et après, on est très facilitant sur un certain nombre de choses, sur la mise à disposition de salles, sur la mise à disposition de matériel, sur le fait de faciliter aussi l'émergence et la vie du projet. Donc, on va être des facilitateurs en ce sens. Et dans les projets à venir aussi, on, on souhaite mettre à disposition aussi des locaux pour que ce projet puisse continuer à se développer et faciliter les choses pour les acteurs. Merci beaucoup, Marie-Massa. Vous restez avec nous. On va prendre les questions de la salle. Est-ce qu'il y en a? Oui, je viens à vous. Bonjour à tous. Moi, je représente l'école Subbiotech qui est basée à Villejuif, qui est une école d'ingénieurs en lien avec les biotechnologies. Et j'avais une question et une petite solution à apporter. Je vais peut-être commencer par la solution du coup en premier. Parce qu'on a la chance du coup sur notre campus d'avoir un petit peu de verdure et qu'à la base, on avait laissé un lopin de terre à une association étudiante pour qu'ils puissent faire leur jardin partagé.
l'association, depuis le Covid, il y a eu quand même un fort déclin de l'investissement des étudiants dans les associations étudiantes qui posent pas mal de problèmes. Donc l'idée, ben, comme je suis la référente du développement durable, c'est de reprendre en main ce petit lopin de terre pour faire du jardin partagé sur le campus pour les étudiants qui pourraient justement cultiver leurs fruits et les légumes. Ça rejoint ce qui a été dit du coup par la FAGE tout à l'heure. C'est quand même la première chose que les étudiants recherchent un petit peu dans leurs assiettes. Donc c'est aussi une solution pour les personnes qui auraient des campus avec un petit peu de verdure, peut-être le mettre à disposition des étudiants pour qu'ils cultivent eux-mêmes aussi leurs légumes et leurs fruits. Et ma question, alors c'est dommage que le Crous soit pas là aujourd'hui, mais je comprends l'absence, hein. C'est que j'avais assisté en mai dernier, je crois, du coup, à une présentation sur le fait que le Crous voulait aussi peut-être développer un service de Crous and Go ou Crous and Delivery. Et on n'a jamais eu de retour suite. Donc, je voulais savoir s'il y avait une suite qui serait donnée prochainement ou pas. Parce que oui, c'est aussi un service qui nous intéressait. Je sais que Marie sait. Donc, je lui donne le micro pour le Crous and Go, en tout cas. Mais- Alors, c'est du coup le dispositif Alors, Roussenko est encore pardon, en j'ai pas. préfiguration. Donc, du coup, pour l'instant, effectivement, il y a encore un travail à effectuer du côté du Crous. Par contre, au niveau du groupe Ionis, vous êtes tenu au courant. Enfin, c'est vraiment la tête du groupe, du coup, pour l'ensemble des établissements. Oui, Marie Massard, c'était Marie Pierron qui répondait à cette question sur le Crous. Excusez-moi, il y a Ok. plusieurs Marie. Est-ce qu'on a des questions sur Zoom? Non, mais Zoom, posez-nous des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle? Ah oui, alors sur la question des lopins de terre, je ne sais pas en fait si on a le droit en France, dans la restauration collective, de consommer ce qu'on cultive. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un problème de normes, d'autorisation, de réglementation sanitaire. Moi, je peux répondre là-dessus en partie, si Oui, vous voulez. allez-y, Marie. Nous, on travaille ça. C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué parce que la réglementation sanitaire autour de l'alimentation dans les collectivités, c'est quand même assez contraignant. Mais nous, par exemple, on le travaille puisqu'on met en place beaucoup de potagers dans les écoles et on essaye de faire le lien avec la cantine. Donc, on fait ça quand même, hein, parfois sur les herbes aromatiques. Bon, c'est quand même cadré. On explique comment le faire, mais en tout cas, on le fait. C'est-à-dire qu'on va utiliser les herbes aromatiques dans les cantines pour émettre sur les. On l'a fait avec une école maternelle, donc les enfants étaient ravis de dire voilà, c'est le basilic, le persil qui cultivait, qui se retrouvait dans les assiettes des cantines. Mais après, c'est souvent des petits volumes, donc c'est plutôt symbolique, c'est plutôt à vertu pédagogique de se dire bon, bah voilà, on a cultivé ça, ça se retrouve dans l'assiette, mais de toute façon, des potagers ne peuvent pas alimenter de la restauration collective. Alors, je reviens sur mon idée, c'est que de toute façon, nous, on n'a pas de restauration collective sur le campus. Donc là, c'est vraiment l'idée des jardins partagés en ville dans les collectivités. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souhaitent cultiver peuvent avoir à disposition du coup un lopin de terre dans les villes et manger du coup ce qu'ils cultivent. Donc là, l'idée, c'était de mettre à disposition cette parcelle pour les étudiants qui souhaitent du coup cultiver eux-mêmes leurs pommes de terre en hiver, leurs navets, leurs carottes, parce que là, on est du coup dans la saison, mais ça pourrait aussi être les tomates en été, etc., quoi. Donc, au lieu que ce soit des jardins ouvriers, ce sont des jardins étudiants. Et voilà, j'ai compris. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, je viens à vous. Merci. Moi, ça une question par rapport à Copain et la représentation à l'échelle du territoire, notamment en Île-de-France, si vous étiez dans le Val-de-Marne ou pas. Du coup, c'est des choses qui sont actuellement en développement. Il y a eu une première antenne francilienne qui s'est ouverte à Aubervilliers au début de l'année universitaire. Et c'est vrai qu'il y a un gros projet bah, d'aller toujours plus proche des étudiants parce qu'on s'est rendu compte qu'on a toujours cherché des lieux de distribution enfin, assez centrales, donc Bastille, euh, dans le 13e, parce qu'il y avait énormément de facultés, dans le 5e également.
Mais quand on réalisait justement les baromètres, on a des chiffres en fait sur le 93 et le 94, parce qu'on a beaucoup d'étudiantes et étudiants qui habitent là-bas, et donc Saclay va ouvrir, et donc vont s'en suivre d'autres antennes franciliennes. Parce qu'on a des moyens, des espaces, eux, avec qui on travaille pour peut-être accueillir sur des temps. Justement, vous parliez au-delà des distributions alimentaires, des animations, des aspects accès au sport, à la culture ou aide à l'accès au droit. Donc, je trouvais ça intéressant. Et puis, juste une question sur l'Agorae aussi, au niveau de Créteil ou du Val-de-Marne, pareil, si vous aviez des infos, ou est-ce que question intéressée. Au niveau de Créteil, c'est ça? Actuellement, il y a une épicerie sociale et solidaire sur Créteil, mais elle n'est pas ouverte parce que on se rend compte aussi qu'on a des gros soucis de ressources humaines. On essaye du coup d'avoir de plus en plus de bénévoles, mais ça reste aussi un frein parce que les épiceries sociales et solidaires sont des engagements qui prennent énormément de temps, et parce qu'on est aussi amené à respecter de nombreuses contraintes sur des plans de maîtrise sanitaire, etc. Donc, qui demandent beaucoup d'investissement, des formations supplémentaires sur des habitations, hygiène et sécurité. Donc, sur l'Agorée de Créteil, c'est en train de se relancer tout doucement, mais actuellement, elle est existante, mais elle n'est pas ouverte. Et peut-être bouteille à la mer, comme on parle de bénévolat et que c'est quelque chose qui est un peu compliqué, et ça a été souligné sur tout ça, si les établissements veulent mettre un coup d'accélérateur sur la valorisation de l'engagement et sur le fait de le mettre en exergue dans les parcours des étudiants, ça pourrait aussi arriver à nous redonner peut-être un petit peu plus d'étudiants qui sont en capacité de s'engager, parce que enfin, c'est aussi un privilège de pouvoir s'engager, parce qu'il faut-il avoir le temps de s'y consacrer et donc ne pas être contraint d'avoir un travail à côté, ou tout ce qu'on a déjà pu aborder précédemment. Et donc, nous, c'est une grosse problématique qu'on remarque sur la question de l'engagement étudiant et de la capacité à pouvoir s'engager dans des associations comme ça. C'est aussi que ça soit valorisé, que ça apporte des compétences et qu'elles soient reconnues dans des parcours aussi, et que ça puisse ne pas juste être un plus quand on a la chance de pouvoir le faire. Alors, l'avantage d'être en Zoom, c'est qu'on a des réponses de Créteil tout de suite. On parle de Créteil, Créteil nous répond. Et donc, Créteil nous dit que les situations sont très diverses et appellent à des réponses multiples. À l'Université de Créteil, on voit bien l'intérêt d'avoir des épiceries solidaires, des distributions sur le campus et l'orientation vers les partenaires extérieurs. Et Copain en fait d'ailleurs partie. Voilà, c'était Charline Badi, je la cite, qui nous répondait sur Zoom. Elle est chargée des actions sociales étudiantes à l'UPEC, à l'Université Paris-Est Créteil. Et elle nous renvoie à un site internet coopcot, donc coopcot.fr, qui est un site ou une initiative, je suppose, très appréciée par les étudiants des campus de médecine et de droit. Voilà, vous savez tout sur Créteil. Est-ce qu'on a d'autres questions sur Zoom? Décidément, Zoom se réveille. Toujours sur Créteil. À Créteil, il y a eu une enquête menée par un programme qui s'appelle eCity, donc cette enquête menée par le programme eCity a été diffusée auprès des étudiants et des étudiantes de l'Université Paris-Est Créteil sur leur trajectoire de santé et leurs conditions de vie. Il y a eu quelques questions sur l'alimentation, mais elles ne sont pas suffisantes. Ils vont développer cet aspect pour le questionnaire de l'année prochaine. Donc, rendez-vous en mars avec Créteil, en visio parce qu'ils sont très réactifs, ou en présentiel, sait-on jamais. Et si Créteil souhaite intervenir, on peut même leur donner la parole, les inviter à se joindre à nous par Zoom. On leur ouvre une caméra, un micro et la parole à Créteil. Je ne sais pas. On va voir. Marie Pierron, je précise. Simplement rappeler que le territoire Grand Orly Seine-Bièvre a signé une convention avec l'UPEC et que notamment eCity, qu'on a évoqué, peut faire partie des projets en commun. Donc il y a des forts liens qui sont développés déjà entre l'UPEC et avec le territoire Grand Orly Seine-Bièvre.
avec Campus Urbain, bien sûr, dont ils sont membres du conseil d'administration. C'est le cas également de Sorbonne Université. Très bien. Donc les rapprochements se font. Et donc, si il y a d'autres questions. Oui, Greta dit qu'il est difficile de mobiliser tous les étudiants et qu'on reviendra vers elle pour faire le point plus tard sur les autres initiatives. Est-ce qu'il y a encore des questions, des remarques, des Oui. propositions? Alors, Nicolas Rameau, Nicolas, je j'ai une remarque. t'entends. Oui, C'est que, un peu comme le Crous, en fait, l'UPEC a un séminaire des vice-présidents et des directions. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vice-président ou de la direction générale présente à ces entretiens. Ils s'en excusent. Mais effectivement, là, on travaille, comme l'a dit Marie Pierron, en lien étroit avec l'UPEC et notamment en abordant ces questions. Voilà, je voulais juste les excuser comme on l'a fait pour le Crous. merci pour ces précisions, Nicolas. Donc, bien rendez-vous en mars avec l'UPEC et le Crous si la date ne pose pas de problème cette fois-ci. Eh bien, il me reste plus qu'à... J'aurais une Oui, question, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis désolée. oui, je vous Donc, entends. Si. Stéphanie Bardon, moi je suis responsable de la mission économie sociale et solidaire sur le territoire Grand Orly Seine-Bièvre. Juste plus un témoignage, un retour d'expérience qu'une question, voire une Oui, suggestion. Juste expliquer que nous, dans le cadre de notre soutien à l'économie, enfin aux structures et aux projets d'économie sociale et solidaire, la question de l'alimentation, l'accès à l'alimentation est assez prégnant puisque du coup, on discute, on échange régulièrement avec des structures, notamment des épiceries sociales et solidaires, mais pas que, des porteurs de projets aussi qui développent on a aussi un supermarché coopératif hein, d'ailleurs sur le territoire tel qu'on en parlait tout à l'heure. On a aussi des associations, notamment une accorderie sur le territoire qui chaque année organise aussi un forum citoyen autour de l'alimentation. Tout ça pour dire qu'effectivement, ces structures de l'ESS, elles sont très présentes et très actives sur ce sujet à la fois sur la question de l'accès à l'alimentation, mais aussi sur la question de la précarité alimentaire. Et que du coup, nous, partons de ce constat-là, et dans le cadre du partenariat qu'on a avec la Chambre régionale de l'ESS, on travaille à une mise en réseau de ces acteurs, justement pour, d'une part, regarder comment entre eux, ils pourraient développer des coopérations, toujours au service, enfin, en réponse à cet enjeu de l'accès à une alimentation pour tous, saine et durable, et que du coup, ce travail un petit peu de diagnostic des besoins, de leurs propres besoins, notamment des besoins logistiques, hein, comme partager un camion pour aller récupérer des denrées, travailler aussi sur la question du gaspillage alimentaire, travailler aussi sur la question donc gaspillage invendu, travailler aussi sur la question de développer aussi dans nos collectivités des achats responsables et durables à travers effectivement l'achat en inscrivant des clauses sociales et environnementales dans nos marchés. Enfin voilà, en identifiant un peu tous ces dispositifs et tous ces acteurs et de voir ensemble finalement quelles sont les priorités et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour finalement optimiser, développer ces dispositifs d'accès à une alimentation euh, saine et durable, y compris pour ces publics précaires. Je ne sais pas si je suis très claire, mais tout ça pour dire qu'à l'échelle qui est celle du territoire, il y a un travail et des discussions. Enfin, moi, j'insiste sur le fait de renforcer ce travail d'échange, de dialogue et de discussion pour justement co-construire ensemble des outils et développer des dispositifs à une échelle plus large que celle des communes, en fait, hein, comment dire, sans dénaturer les projets locaux tels qu'ils existent, mais bien pour justement essayer d'aller là où il y a des trous dans la raquette et voir comment ensemble on peut développer être facilitant pour développer justement cette approche plus territoriale de réponse aux besoins.
Merci beaucoup, Voilà, donc Stéphanie Bardon. c'était plus un témoignage ou une remarque qu'une question en tant que telle. Merci pour cet éclairage. Effectivement, on voit bien que les synergies se mettent en place et que chacun prend sa part, les collectivités, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions, tous les acteurs. En fait, il faut travailler ensemble sur ces questions-là. Il y a une question de Dominique Roland. Oui, bah Nicolas a répondu dans le chat. Oui, on va sur le site de Campus Urbain mettre toute la documentation qu'on peut pour continuer les échanges en ligne, etc. Et puis les poursuivre au-delà. S'il n'y a plus de questions ni sur Zoom ni dans la salle, eh ben, j'invite ceux qui sont en présence à échanger autour d'une tasse de café. C'est le privilège de s'être déplacé. En tout cas, sur Zoom, je vous remercie beaucoup pour votre participation et vos échanges. Merci à tous nos intervenants. Merci à Montpellier, Marie Massard, Dominique Paturel, merci beaucoup d'être venus, de vous être téléportés jusqu'à Ivry. Et puis merci à tous nos participants sur place, sur le plateau. Merci beaucoup à la FAGE, à Copain, à Étal Solidaire. J'en oublie, la VUF. Non, ça y est, j'ai tout dit. Qui j'ai oublié? Héloïse, pardon Héloïse, et merci beaucoup Héloïse pour ces définitions qui nous ont bien servi pour tous nos échanges. Merci à vous. Merci, au revoir. Et merci beaucoup à la ville d'Ivry et à la médiathèque de nous recevoir dans son magnifique auditorium. Merci à la régie aussi. Merci. Bonne fin de Merci, au journée. revoir. Au revoir. Merci, au revoir.